Faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Et bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Voilà, donc nous avons senti un peu la froideur. Augmentons encore, chauffer encore, augmentons encore, voilà. Donc, merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle et à tous ceux-là qui vont nous rejoindre dans la MAT officielle. Laisse qu'il y ait la paix qui surpasse toute intelligence. Garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Abonnez-vous encore massivement. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner ici dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Voilà, merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Bien aimé, partagez la vidéo, partagez au maximum notre vidéo. Merci, merci beaucoup de partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Que la paix soit au centre de vos vies. Merci. Bien aimé, aujourd'hui encore, nous allons partager, nous allons aller rapidement. Nous allons ici tous ensemble avec vous, nous allons partager un peu sur, comment dirais-je, la descente en catastrophe de, voilà, de l'émissaire de l'Union européenne. Vous voyez, après le retour du président du président Félix Antoine Tshisekedi au Congo, voilà l'Union européenne qui a dépêché une délégation dont son porte-parole pour parler affaires Est de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons essayer un peu de voir ce qu'a été la présence de l'émissaire de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Et voilà. Et puis encore, nous allons essayer de parler aussi de visite ou bien de la présence de VK. Le président Vital Kamerhe aussi a été reçu en France. Donc, nous allons essayer un peu de revoir à cela et après, nous aurons d'autres sujets à vous proposer, chemin faisant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bien aimé, revoyons encore à cette vidéo de Roland Dallot. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Voilà. Là, il s'agit un peu de l'intervention de Roland Dallot. C'est une vidéo qui circule partout. Il a parlé en disant « Allez où vous pouvez aller ». Premier mandat, deuxième mandat, troisième non. Mais retenez une chose. Des gens comme des Dallot, ce ne sont pas des personnes à minimiser lorsqu'ils font des déclarations. Voilà. Ils font partie des personnes qui connaissent bien la situation de cette nation. Et ils sont même dans le cercle de ce qui se passe. Donc lorsque l'homme comme Dallot parle, vous devriez bien comprendre son langage. Retenez déjà que lorsqu'il a pris la parole, il a dit « Allez où vous pouvez aller, allez-y. Avancez comme vous pouvez. Là où vous pouvez aller, allez-y. Jusqu'où vous pouvez aller. Mais premier mandat, deuxième mandat, troisième non. » Donc, lorsque Laurent Dallot parle, vous avez l'impression qu'il est en train de s'opposer à quelque chose. Je parle ainsi parce que c'est quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu. J'aurais bien vu et j'aurais bien voulu
si cet langage était tenu aussi par un homme politique. Parce que dans la politique, il y a toujours une mission de garder plus longtemps possible le pouvoir. Vous connaissez tous le langage des hommes politiques. De conserver plus longtemps possible comment dirais-je, le pouvoir. Mais ici, il s'agit d'un homme de Dieu, soi-disant. Il dit, allez jusqu'où vous pouvez aller. Mais laissez-moi répondre ceci à M. Roland Dallot avec beaucoup de respect. Que dans la politique, dans une nation, il y a ce que nous appelons la constitution. Il y a ce que nous appelons la constitution. Et les mandats d'un pouvoir en place doit se reposer selon sa constitution. Ou bien les mandats d'un pouvoir en place doit obéir à sa constitution. Donc, on ne peut pas dire, allez-y comme vous voulez, c'est-à-dire que, voilà, engagez n'importe quelle vitesse comme vous voulez, même jusqu'à dépasser les stops. Seulement, ne dépassez pas la destination. Non. Chemin faisant, vous allez commettre plus de accidents. Vous n'allez pas dire à un chauffeur qui conduit une voiture, engagez de vitesse comme vous voulez. Mais l'essentiel est que vous arriviez à la destination et ne dépassez pas la maison. Mais laissez-moi vous dire qu'avant même d'y arriver, le chauffeur va commettre des accidents. Il va commettre les pires chemins faisant. Pour une simple raison, c'est qu'il y a aussi les codes de la route dont il faudrait respecter. Vous n'êtes pas la seule personne à rouler. Donc, il serait mieux pour vous de respecter des panneaux de signalisation. Il serait mieux pour vous de respecter le panneau stop, des directions, tout ce que vous connaissez. Sinon, vous allez emprunter n'importe quel essence. C'est de la même manière que lorsqu'on entend des réactions pareilles, donc on peut se dire, est-ce que M. Dallot en parla ainsi? Était-il dans une métaphore ou bien c'était un langage caché qu'on doit décoder? Mais voilà maintenant ce que nous disons. On ne peut pas dire, allez-y où vous pouvez aller, comme vous voulez aller, allez-y. Non. Le pouvoir doit se reposer sur le respect de la Constitution. Et chemin faisant, le chef de l'État a pour but de regarder les panneaux, de se demander que dit la Constitution, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Il ne doit pas rouler comme ça en besogne. Il ne doit pas rouler en catastrophe. Mais il doit plutôt veiller sur le respect de la Constitution. Le mandat se repose sur le respect de la Constitution. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, vous attendez déjà comment ça saute de gauche à droite. Réviser la Constitution, nanani, nanana, et ça crée un peu le débat. Mais laissez-moi vous dire que ici, j'en appelle ici à la conscience de l'homme politique congolais. Nous savons tous que lorsqu'on est enivré par la soif, par le pouvoir, on n'en tient plus compte de certains éléments. Mais j'aimerais que nos politiciens, les politiciens congolais, retournent un peu en arrière. Fassent un peu ce que nous appelons la rétrospection et voir ce qui a été derrière. À l'époque de Joseph Kabila, les Kabilistes aussi avaient opté pour le changement de la Constitution. Et laissez-moi vous dire que même le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, et tous, ils étaient décidés. Il y en a même un homme qui a dit que Kabila doit pouvoir marcher sur nos cadavres s'il changeait la Constitution. Donc les gens se sont opposés farouchement. Voilà. Donc les hommes politiques doivent regarder ce qui s'est passé, ne fût-ce que pour sauvegarder l'image de la RDC. La RDC est déjà trempée dans des choses
le plus chaotique. Parce qu'il y en a déjà certaines personnes qui se posent la question. Lorsque si arrivait que le gouvernement en place ou les pouvoirs du président Tshisekedi changer la constitution, qu'est-ce qui va se passer dans les territoires occupés? Qu'est-ce qui va se passer dans les territoires occupés? Parce que déjà, ceux qui sont dans les territoires occupés ignorent complètement le pouvoir en place, ignorent complètement le gouvernement en place. Mais la question que nous nous posons, si la constitution changeait, ce qui est vrai, cela ne va pas toucher la quasi-totalité de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'Est? Qu'est-ce qui va se passer dans des zones occupées? Qu'est-ce qui va se passer dans des zones occupées par les M23, par des rebelles, par Corneille Nangaa? Vont-ils adopter la même constitution? Ou bien ce serait une manière à pourrir de dire voilà l'occasion pour que cette partie soit balkanisée? Parce que dès lors que la constitution change, c'est-à-dire que nous quittons une république vers une autre. Et même quand le Roland Dalo dit allez-y comme vous voulez, là où vous voulez, mais sachez-le que dès lors que la constitution change, cela veut dire que tout ce dont le président a eu à faire pendant tout ce temps part dans l'eau. C'est-à-dire nous recommençons maintenant à zéro. Et donc avant la fin du mandat, si le chef réussit son coup, réussit son projet de changement de la constitution, c'est que tout ce qui a été fait pendant le premier et le second mandat doit tomber dans l'eau. Et nous revenons, le compteur revient à zéro. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans une autre république. Tout doit revenir à zéro. Et voilà. Et dites-moi maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté de l'Est? Dans des milieux ou dans des régions qui sont déjà sous le contrôle des rebelles, dans des endroits contrôlés par des rebelles, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils ne vivent plus l'impact des décisions prises par le pouvoir en place. Ceux qui sont dans les territoires occupés ne vivent plus l'impact ni économique, ni social, ni politique du pouvoir en place. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant si on changeait la constitution? Donc, cela veut dire nous allons nous retrouver dans une situation où il y aura un État dans un État, un pays dans un autre pays. Voilà là où nous allons nous retrouver. Dans un État. Un pays dans un pays. Un État dans un État. Donc, j'en appelle un peu à la conscience de nos politiques de regarder un peu en arrière pour sauver la mère patrie, pour sauver la RDC. Cette nation qui a fait de vous des hommes riches, que cherchez-vous encore? Quelle histoire laisseriez-vous derrière? Jusqu'à quand allez-vous continuer à infliger un châtiment à la lutte de Lumumba? Jusqu'à quand allez-vous continuer à infliger un châtiment à la lutte de Kimbangu? Jusqu'à quand allez-vous continuer d'infliger un châtiment au père de l'indépendance? Ceux qui ont milité pour vous léguer cet héritage. Pourquoi ne voulez-vous pas protéger cet héritage? Donc, c'est un peu regrettable en regardant la situation de la République démocratique du Congo. Donc, j'ose croire que le président Félix Antoine Tshisekedi va agir en bien pour le bénéfice de la nation. Parce que dans la plupart des cas en Afrique, je dis bien, dans la plupart des cas en Afrique, lorsqu'on change la constitution, c'est pour permettre à ce que le pouvoir en place puisse s'éterniser. Je dis bien dans la plupart des cas, lorsqu'on change la constitution dans une nation, et en Afrique surtout, lorsque la constitution change, c'est pour permettre au pouvoir en place de rester plus longtemps possible. Dans la plupart des cas, c'est cela.
Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer pour le cas de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y en a déjà, et certaines personnes, il y a déjà des bouches qui, voilà, qui parlent déjà. Ça parle déjà à gauche, à droite. Ça se mobilise déjà à gauche, à droite pour empêcher à ce que la Constitution ne soit changée. Donc ici, j'en appelle à la conscience des hommes politiques congolais de penser plus à la République que leurs intérêts. Je vous ai dit ici que dans 20 ans, certains politiciens ne seront plus en vie. Il y en a même d'autres dans 5 ans. Dans 10 ans, vous ne serez plus en vie. Mais quel seriez-vous derrière? Seriez-vous content là où vous irez d'avoir laissé un pays pris en otage alors que vous l'avez servi, alors que ce pays a fait de vous un homme riche? Seriez-vous content d'aller, de quitter ce monde et de laisser le Congo dans le chaos? Seriez-vous content de regarder à l'au-delà, voir votre pays, le pays où on vous a appelé ministre, le pays où on vous a appelé président, le pays où on vous a appelé excellence, entre les mains de ses ennemis, abandonné, pillé, expollué? Seriez-vous content là où vous irez de regarder la nation congolaise et de voir le travail que vous avez battu pendant tout le temps où vous avez été aux affaires? Seriez-vous content? Seriez-vous à mesure? Seriez-vous fier de voir le travail que vous avez battu tout au long de votre mandat, tout au long de votre exercice comme étant un homme d'État? Seriez-vous fier de cela? Lorsque vous ne serez plus, vous ne feriez plus partie de ce monde, lorsque vous vous en irez. Ce qui est vrai, c'est qu'un jour vous vous en irez. Mais quel seriez-vous derrière? C'est ça la question. Posez-vous la question. Aujourd'hui, je pille. Aujourd'hui, je vole. Aujourd'hui, je fais tout. Mais il y a un rendez-vous qui m'attend devant. Mais quel seriez-vous derrière? En quoi le peuple pourra se référer? En quoi le peuple pourra peut-être se dire, oh, si cet homme était encore là? Comment est-ce que Lumumba peut être le seul politique que le monde regrette, le Congolais regrette aujourd'hui? Parmi tant d'autres, parce qu'il y en a aussi d'autres, mais parmi les gens qui ont marqué l'histoire de notre nation, comment est-ce que les gens, à tout moment, ils regrettent Lumumba? Posez-vous aussi la même question. Est-ce que lorsque je ne serai plus de ce monde, les Congolais pourront regretter en disant « Oh, si il était là » ou bien les Congolais vont fêter en disant « Bon débarras ». Parce qu'il y en a des politiciens où les Congolais vont fêter leur mort. Les Congolais vont festoyer. Mais il y en a de ces politiciens-là. Les Congolais vont regretter. Ils diront si cet homme était là. Si cet homme était encore là. Et voulez-vous vous retrouver dans quelle catégorie? Des personnes que les Congolais vont regretter ou bien des catégories dans la catégorie des personnes que les Congolais vont festoyer en disant bon débarras. Voilà. L'honneur que votre famille pourra en bénéficier, ce n'est pas encore lorsque vous êtes là en vie, mais c'est après. Lorsque vous allez vous éteindre, c'est là où votre famille saura si vous étiez une personne de bien ou bien si vous étiez une personne dans l'axe du mal. Parce qu'il y en a des familles dont les enfants n'osent même pas se prononcer, n'osent même pas sortir de la tête. Tellement leurs papas ou leurs parents ont fait du mal à la République. Aujourd'hui, leur famille n'ose pas parler. Mais il y en a d'autres qui sont fiers de l'histoire de leur père. La famille de Lumumba, Patrice Emery, sa famille est fière de l'histoire. La famille de Bamba Anani, la famille de Kimba, ils sont fiers. Cette famille, ça dit qu'elles sont fières.
des lèvres que leurs parents ont battues sur cette terre. La famille des Kasavubu. Et ils sont fiers. Ça veut dire qu'ils sont même contents qu'on parle d'eux comme étant le fils ou la famille, faisant partie de la famille des Kasavubu. Mais est-ce que toi, tes enfants pourront se permettre le luxe de passer même dans un média pour dire que je suis l'enfant d'Éternel? Est-ce que la famille de cet homme qui a dit que non, si ça dépendait que de lui, il devrait manger Lumumba comme on mange la chikwan? Cet homme qu'on interviewé par un journaliste belge, qui s'est glorifié de la mort de Lumumba, est-ce que cet homme, sa famille peut hausser la tête? Jamais du tout. C'est la honte éternelle. C'est la honte éternelle. Donc, regardez plus le bon côté de l'histoire. Parce que tout va passer. Je vous ai dit ici, ce qui est vrai, vous pouvez amasser tout ce que vous avez besoin aujourd'hui. Mais un seul jour suffit pour que toute la scène change. Il n'y a aucun homme politique qui a pillé sa nation, investi ailleurs, après sa mort, sa famille en a bénéficié. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même là où vous êtes en train de placer l'argent, soi-disant qu'ils ne sont pas en connivence avec les Occidentaux, le jour où vous ne serez plus là, c'est le jour où votre famille va comprendre que vous étiez pris dans un piège. Au Kimakimbu, là, aucun n'est balé. Croyant que non, si j'investis en France, ils vont prendre ça. Je dois investir à Dubaï. Ok, faites tout ce que vous voulez à Dubaï. Mais un seul jour a suffi. Vous allez comprendre. Un seul jour a suffi. Vous allez comprendre ce qui se cache derrière à tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais tantôt, nous allons parler, comment dirais-je, de représentants de l'Union européenne qui a atterri à Kinshasa. Il a parlé, voilà. Nous allons essayer un peu de voir cet article-là. Voilà. Mais avant tout, j'aimerais dire ceci. Nous avons tous vu comment est-ce que le président de la République a quitté la 19e sommet de la francophonie. Et le monde entier parlait de cela. Nous avons parlé de gauche à droite. Voilà. Le président Tshisekedi, nanani, nanana. Tout le monde en parlait. Mais moi, je vous ai dit par rapport à l'intervention d'Emmanuel Macron. Par rapport à l'intervention d'Emmanuel Macron. Parce que je vous ai dit ici dans la main, nous devrions à un moment donné quitter les sensationnels. Le peuple doit quitter les sensationnels. Quittons un peu les sensationnels. Parce qu'il se passe des choses dans le milieu politique où l'on n'arrive même pas à comprendre. On n'arrive même pas à comprendre. Je vous ai dit ici que Macron a utilisé une sagesse de la diplomatie. Une sagesse diplomatique. Il ne pouvait pas, tout en ayant les deux invités chez lui, et frustrer l'autre. C'est systématique. Mais personne n'ignore les sorties médiatiques. Partout où Macron a parlé, il n'a pas manqué de mentionner la RDC. Partout où Macron fait de ses sorties concernant la région des Grands Lacs, il a toujours parlé du conflit. Mais comprenez que cette fois-là, c'était un peu... Le cadre n'était pas approprié. Vous allez dire que non, mais il a évoqué le cas de la Russie, il a évoqué les cas d'autres pays. Mais le représentant de tous ces pays, il a évoqué l'Ukraine, mais le représentant de la plupart de ces nations-là, ils n'étaient pas présents. S'ils étaient présents, soit c'est comment dirais-je, c'est un pays, mais l'autre n'est pas là. Peut-être le représentant de l'Ukraine était là, mais la Russie n'était pas là. La Russie n'était pas là. Mais je vous dis que si la Russie était là, et que l'Ukraine aussi était là, Macron ne parlerait pas de la sorte. Parce que tous les deux sont ses invités. Et lorsqu'on reçoit des invités dans sa maison, on ne va pas chercher à frustrer l'autre. On ne doit pas chercher à accuser l'autre. Dans les rapports, oui. Parce qu'il y en a des rapports où l'on dit, Macron a toujours dit dans ses discours, que le Rwanda doit quitter. Il y a la présence des hommes en uniforme
au Congo, il y en a le militaire rwandais au Congo. Ils n'ont jamais nié. Ils le disent toujours dans des sorties médiatiques qui engagent la région du Grand Lac. Mais cette fois-là, ils étaient tous ensemble. Il y avait Macron, il y avait Kagame et il y avait le président Tshisekedi. Donc, les deux invités étaient dans sa maison. Donc, ils ne pouvaient pas frustrer. Le seul moment où l'on peut reprocher à Emmanuel Macron quelque chose, c'est de ne pas mentionner la RDC comme étant le plus grand pays francophone. Sur le plan francophonie, là c'est d'accord. On peut dire que non, pourquoi Macron n'a pas mentionné, n'a pas parlé de la RDC comme étant un grand pays et le plus grand pays francophone, le premier pays même. Là, on a de quoi reprocher à Emmanuel Macron. Mais concernant les conflits, Macron a essayé de gérer cela. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu les deux invités sur place. Donc, parler de cette guerre, dans le sens où les Congolais voulaient qu'on accuse le Rwanda, mais M. Macron va frustrer M. Kagame, sachant que Kagame aussi, c'est un partenaire. Le Congo aussi, M. Félix aussi, c'est un partenaire. Donc, il ne peut pas frustrer les deux. Il ne peut pas frustrer l'autre pour faire plaisir à l'un. Il ne peut pas le faire. C'était la haute sagesse. Je dis bien, on peut reprocher à M. Emmanuel Macron de ne pas mentionner la RDC lorsqu'il s'agit de la francophonie. Mais en parlant de conflits dans la région du Grand Lac, ou bien entre le Rwanda et le Congo, ce monsieur a joué une sagesse. Mais lorsque Macron est venu en RDC, Macron a parlé de ça. La personne ne s'est opposée. Macron a bien parlé de l'implication. Il a parlé de ça. Macron a bien dit que les troupes rwandaises doivent quitter la République démocratique du Congo. Parce qu'il y en a des gens qui veulent que Macron parle de cela. Mais il n'a pas voulu frustrer l'un de ses invités, soit les Congo et M. Félix, soit, comment dirais-je, M. Paul Kagame. Sinon, ce serait une accusation directe d'un chef de l'État. Vous comprenez? Ce serait une accusation directe d'un chef. C'est-à-dire que les gens ils ne comprennent pas. Macron, c'est un chef de l'État. Il ne peut pas parler de la sorte. Il ne peut pas accuser directement à la présence d'accuser Kagame ou le Rwanda directement devant son homologue. Il ne peut pas faire ça. Mais dans les rapports, oui. Lorsque les Nations Unies parlent de l'implication du Rwanda, là c'est vrai. Là c'est oui. Mais il ne peut pas les accuser directement. Un chef de l'État ne parle pas comme ça. Nous avons les rapports mapping. Dans les rapports mapping, il y en a des noms qui sont connus. Il y a des noms qui sont connus dans les rapports mapping. Même lorsque Macron est venu et descendu en RDC, il a parlé de tous ces criminels de guerre. Mais il n'a pas cité les noms de qui. Il a dit chez vous ici, vous avez des criminels aux affaires et qui ne sont pas condamnés. Donc ce n'était pas à lui de les impliquer directement. Il a frôlé la chose, mais il n'a pas pointé du doigt à qui que ce soit. Donc un chef de l'État ne peut pas accuser son homologue directement. Mais dans les rapports, oui. Mais il ne peut pas, là où il y a Paul Kagame, il y a le président Félix, les deux sont ses invités dans la francophonie. Et maintenant, commencer à frustrer l'autre pour lui rendre responsable. Mais le monde entier le sait, que le Rwanda est derrière plusieurs choses. Mais ce qu'on ne nous signale pas, soutenu par des multinationales, bien sûr. Voilà. Ce qui se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le monde entier en parle. Mais dans ce cadre-là, il fallait jouer une sagesse diplomatique pour ne pas frustrer les invités ou bien accuser directement, je dirais même, le Rwanda, là où il y a déjà M. Kagame qui est là, et les autorités de plusieurs représentants des pays du monde, ils sont sur place. Et Macron va se mettre à accuser les Rwandais. Non, ce n'est pas son rôle, étant donné qu'il a reçu les deux personnes chez lui.
Voilà. Il ne peut pas le faire dans ce cadre-là. C'était réservé à la francophonie. Quand bien même il avait évoqué d'autres pays en guerre. Parce qu'il y avait d'autres représentants qui étaient là et d'autres étaient absents. Mais là où il y a le Congo, il y a Kagame, il y a le président Félix Tshisekedi, tu ne peux pas accuser l'autre. Ce n'est pas dans ses prérogatives d'accuser l'autre sur place, non. Mais dans les rapports, oui, c'est comme ça la politique. C'est ça la politique. Mais les gens, ils sont dans les sensationnels. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de la politique. C'est comme ça. Donc Macron devrait parler de la sorte pour ne pas frustrer M. Kagame. Et sans oublier aussi que la France a aussi de quoi à se reprocher, a une implication dans le massacre, dans le génocide rwandais. N'oubliez pas cela. Donc la France ne pourrait en aucun cas se permettre de faire ce jeu-là, d'accuser directement le Rwanda en présence de toutes les autorités, sachant que M. Paul Kagame était là. Ça se fait dans les rapports. C'est comme ça qu'on fait. Ça se passe dans les rapports. Vous comprenez? Ça se passe dans les rapports. Vous avez vu l'arrivée de M. Benjamin Netanyahu. De loin dans les rapports, tout ça, il est accusé. Mais lorsqu'il s'est présenté dans le siège de l'ONU pour faire son discours, vous avez vu, il y avait plusieurs chefs de l'État. Personne ne s'est levé pour lui pointer du doigt personnellement parce que ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas recevoir un invité et puis le frustrer de la sorte. Non. Mais dans les rapports, oui. Donc, comprenez un peu, il y a une profondeur auquel vous devriez comprendre un peu dans la politique. Et en parlant même de cela, remarquez une chose. Macron nous avait dit qu'il ne peut pas porter tous les poids. Non, il porte déjà le poids de la France. Macron l'avait bien dit. Et lorsque Macron est descendu en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit depuis 1994, donc en 1994, vous n'avez pas pu restaurer l'autorité militaire. Vous n'avez pas pu, comment dirais-je, rétablir la sécurité. Vous n'avez pas pu, comment dirais-je, mettre en place l'administration. Depuis 1994, la RDC est dans l'incapacité de mettre en place militairement une force. Personne n'avait posé un démenti. Le Congo a du mal à mettre au point une armée forte, digne de ce nom. Digne de ce nom. Nous n'arrivons pas à tamiser cette armée. Une armée où on nous dit qu'il y en a des infiltrés. Mais quel travail faites-vous pour, comment dirais-je, enlever tous ces infiltrés-là de l'armée congolaise? Quel est le travail qui est battu pour dépister tous ces infiltrés et le mettre même hors d'état de nuire? Parce qu'une armée qui est infiltrée ne peut en aucun cas faire des exploits. N'attendez pas qu'il y ait un échec pour dire que non, l'armée est infiltrée. Mais le plus grand problème, quel travail faites-vous pour désamorcer ces plans et mettre à l'écart tous ces infiltrés-là? Macron a parlé de l'autorité militaire. Il a parlé, comment dirais-je, de la sécurité. Et il a parlé aussi de l'administration. Regardez comment est-ce que la corruption gangrène la RDC. Regardez comment est-ce que la corruption gangrène la RDC. Regardez le social de la RDC. Regardez la justice de la RDC. Malade. Regardez le social. Regardez sur le plan sécuritaire. Regardez la sécurité de la RDC. Regardez la sécurité de la RDC. Vous avez vous-même la réponse. Au jour le jour, l'insécurité ne fait que battre les records.
L'insécurité monte en puissance. Et sur le plan militaire, n'en parlons même pas. Déjà, les autorités vous parlent de l'infiltration. Et Macron a dit, ne cherchez pas ailleurs le bouc émissaire. Ne cherchez pas ailleurs votre malheur. Vous devriez être à mesure de restaurer l'autorité militaire, sécuritaire, administrative. Ça, c'est le devoir des Congolais. Ne prenez pas ça pour déposer dans la tête de Macron. Ah, Macron n'a pas dit. Mais on peut dire. Dire ne change rien. Combien de fois on va vous le dire? Lorsqu'un homme d'État dit « je condamne », une condamnation qui n'est pas suivie d'acte n'est pas une condamnation. Comme Balobana Mounogoni, pour vous comprendre. Les Chinois, autant qu'ils sont, tous les chefs de l'État du monde, excepté personne, ils ont ce langage dans leur bouche. Je condamne. Mais en condamnant, qu'est-ce qui a vous changé? Lorsque Israël bombarde la Palestine, on vous dit, tous ces chefs de l'État vont dire que nous condamnons les attaques israéliennes. Nous condamnons nanani nanana. Mais condamner, est-ce qu'ils font, quelles sont ces nations-là qui infligent des sanctions à Israël? Il n'y en a pas. Lorsque le chef de l'État dit que je condamne nanana, combien de sanctions qui s'ensuivent? Ce qui se passe en RDC. Combien de sanctions? Lorsqu'il y en a des vols, lorsqu'il y en a des vols de deniers publics, combien de voleurs sont-ils en prison? Donc, parce que Macron n'a pas dit, et on va revêtir à Macron la charge de la RDC. Non, cette charge revient aux Congolais de le porter. La charge revient aux Congolais de la porter. Mais Papa Tshisekedi a dit, prenez-vous en charge. Ne mettez pas la charge du Congo dans la tête de Macron. C'est-à-dire, portez votre charge. Restaurez l'autorité de l'État. Faites des choses à bien pour se faire respecter. L'armée, la sécurité, l'administration, c'est votre travail pour que vous soyez respectés. Ce n'est pas la France qui va faire en sorte que nous soyons respectés. Et dites-moi, si M. Macron parlait, impliquer directement le Rwanda, dites-moi qu'est-ce qui va changer? Soyons sérieux. Si ce jour-là, lors de la 19e sommet de la francophonie, si M. Macron disait que non, en passant, voilà, nous partageons, comment dirais-je, nous sommes de cœur avec le Congo, qui est agressé par le Rwanda, dites-moi, qu'est-ce qui va changer au Congo? Est-ce que la M23 va abandonner sa position? Est-ce que M. Nanga va quitter sa position? Est-ce que nos territoires seront récupérés? C'est la question que nous posons. Et une chose encore que nous ne comprenons pas, que nous avons toujours accusé le Rwanda, mais cependant nous avons des territoires qui sont occupés, mais qui se trouvent dans l'axe Ouganda. Il y en a comme parlons peut-être de Bunagana. Bunagana, c'est vers la frontière de l'Ouganda. Donc, et on nous dit déjà que dans ces contrées-là, on mange, on partage, on fait des échanges avec l'Ouganda et c'est l'argent de l'Ouganda qui circule là-bas. Mais pourquoi on nous parle toujours du Rwanda alors que le Bunagana est vers l'Ouganda? Et à quel moment l'Ouganda a cessé d'être impliqué dans les choses? Parce que depuis la nuit du temps, nous connaissons, depuis Musée, nous le savons, que c'est le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui sont des agresseurs de la RDC. Mais après un moment donné, on n'entend plus parler de l'Ouganda, on n'entend plus parler de Burundi et on ne parle que du Rwanda. Mais à quel moment l'Ouganda et le Burundi ont cessé d'être des agresseurs de la RDC? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Ouganda, les noms de l'Ouganda et de Burundi ne soient plus connus, ne soient plus cités de gauche à droite? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le Bunagana est vers l'Ouganda. Qu'est-ce que nos journalistes et comment la politique congolaise nous cache? Et allez-y encore plus loin pour réfléchir. Que nous avons suivi, j'ai suivi le ministre, l'ancien ministre Cameron, l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne. Il a dit que chaque nation a le droit de se défendre dès lors qu'il est attaqué. C'est un droit le plus légitime d'une nation
le jour où Israël a été attaqué par la Palestine, ils ont riposté. Dans un premier temps, certains médias étaient d'accord en disant, voilà, c'est dans la légitime défense. Mais après, lorsque Israël est allé encore plus loin, là où maintenant le monde se prononce autrement, même la CPI se prononce autrement contre Israël. Mais dans un premier temps, les frappes étaient justifiées dans la manière où il a été attaqué en premier et il a riposté. Mais ce que nous ne comprenons pas, pourquoi est-ce que la RDC, depuis la nuit des temps, attaquée, menacée, où il y a même des massacres, c'est au Congo, on parle de génocostes. Et moi, j'avais dit, les génocostes, ce n'est pas seulement parce qu'on a tué, mais je vous dis, c'est l'Holocauste et puis, comment dirais-je, le pillage systématique des ressources de la RDC. Et vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps, on nous parle du Rwanda qui nous agresse, mais aucun jour, jusque-là, le Congo n'a jamais déclaré officiellement une guerre contre le Rwanda. Et c'est là où on se pose la question. Partout où les chefs de l'État passent, ils nous parlent de l'implication du Rwanda, qu'il y en a des militaires rwandais, que les Rwandais soutiennent le M23, Corneille Nangaa. Mais chose étonnante, jusque-là, l'ambassade du Rwanda continue à être opérationnelle en RDC. L'ambassade de la RDC continue à être opérationnelle du côté du Rwanda. Mais nous, on se pose la question. Sommes-nous réellement en conflit avec le Rwanda? Sommes-nous réellement agressés par le Rwanda? Parce que je n'ai jamais vu un pays dans le monde agressé par un autre, là où il y a même des rapports de la Nations Unies. Il y en a des rapports qui reconnaissent qu'il y a présence des militaires rwandais au Congo. C'est dans les rapports. Mais on se pose la question, pourquoi est-ce que l'ambassade du Rwanda continue à fonctionner en République démocratique du Congo? Pourquoi est-ce que l'ambassade de la RDC continue à fonctionner au Rwanda? Donc, ça nous met un peu en doute et on se pose la question. Sommes-nous réellement en guerre? Est-ce que le Rwanda agresse réellement la RDC? C'est juste des questions que les gens se posent. Et nous sommes obligés de relayer cela dans le média. Parce que nous connaissons tous que dans pas mal de pays dans le monde, lorsqu'il y a conflit, même s'il n'y a pas encore mort d'homme, la première des choses, c'est d'interpeller son ambassadeur. C'est faire appel à son ambassadeur. L'ambassadeur doit regagner le pays. Vous avez vu, lorsqu'il y avait des intercalations entre la France et la Turquie, la première des choses, Erdogan a fait appel à son ambassadeur. La France aussi a fait autant. Lorsqu'il y avait eu des déviations entre la France et l'Italie, la France a fait appel à rappeler son ambassadeur. L'Italie aussi a rappelé son ambassadeur. On ne peut pas s'entendre et garder la diplomatie. Ce serait un paradoxe parce que lorsqu'on parle de la diplomatie, cela veut dire que des pays qui s'entendent, sur le plan, sur plusieurs plans, qui partagent certaines visions, qui font certains échanges, qui sont dans une forme de collaboration. Dans une forme de la collaboration. C'est comme aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine. Et jusque-là, l'ambassade de l'Ukraine en Russie continue à fonctionner. L'ambassade de la Russie en Ukraine continue à fonctionner. Donc, nous, on va se dire ça, c'est quel conflit? Soit c'est un jeu politique pour amener tout un peuple dans les bateaux. Et après, nous serons surpris. Nous allons assister à certaines choses qui vont nous laisser sans mots. Donc, on doit se poser la question,
Y a-t-il pas des choses que le politicien nous cache? Y a-t-il pas des révélations qui vont surgir dans les jours qui arrivent? Parce qu'on se pose la question. Si vous demandez à tous les Congolais, ils vous diront ils sont pour que l'ambassade du Rwanda soit fermée. Ils sont pour. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que l'ambassade du Rwanda n'a jamais été fermée en RDC. Les gens se posent la question. Pourquoi est-ce que notre ambassadeur n'a jamais été rappelé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'avons jamais déclaré officiellement la guerre au Rwanda? Pourquoi? Ok, c'est dans notre légitimité. C'est légitime pour nous, comme font d'autres nations. Mais lorsque nous sommes agressés, nos autorités se plaignent ailleurs pour dire que nous sommes agressés et nous attendons que les autres parlent de nous. Au lieu d'attendre que la France parle du Congo, le Congo doit faire parler de lui. Le Congo doit faire parler, c'est-à-dire qu'il doit faire tout. Que le monde parle maintenant de lui. Sans qu'on nous pousse, sans indexer qui que ce soit. On doit se faire parler de nous nous-mêmes. Si c'est par la voie militaire, le Congo doit s'engager. Comment voulez-vous qu'on parle de la RDC? Macron a bien dit que depuis 1994, vous n'avez pas réussi à restaurer l'autorité militaire, l'autorité comme sécuritaire. Vous n'avez pas réussi à restaurer la sécurité et l'administration. Mais comment voulez-vous qu'on vous respecte, qu'on parle de vous? N'attendons pas que Macron parle de nous. Parce que le peuple attend un mot d'ordre pour que le monde entier parle de la République du Congo. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu, il n'a pas entendu qu'un président de la République parle de la RDC. Il n'a pas entendu que, comment dirais-je, Bill Clinton parle de la RDC, mais il était en connivence avec son peuple. Il a dit, voilà, donc nous sommes agressés, voilà, donc on doit envoyer un message au monde entier. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Le monde a parlé du Congo. Le monde a parlé, c'est-à-dire que le monde a parlé du Congo. C'est encore possible, monsieur le président. C'est encore possible. Vous n'avez pas besoin de pousser les Occidentaux. Ils ne parleront pas. Et ce n'est pas aussi, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. S'ils parlent soit du Congo, c'est parce qu'il y en a des accords. Mais en réalité, c'est nous qui sommes légitimes de faire parler de nous-mêmes par des actes. Par des actes. Et c'est facile. Un seul jour a suffi pour que toute la scène change. À moins qu'il y ait un jeu politique auquel le peuple ne comprend rien du tout. Et nous serons surpris un jour. Nous serons surpris un jour. Parce que tous les éléments sont réunis. Tous les éléments, ils sont là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les éléments qui prouvent que, qui nous donnent la légitimité de se défendre, qui nous donnent la légitimité de faire la guerre, qui nous donnent la légitimité de se prendre en charge. Tous les éléments, ils sont là. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Et on continue. Non, la France n'a pas dit. Et vous attendez que la France dise quelque chose. Mais on peut, c'est-à-dire que la France même, c'est petit. Le monde peut parler en 5 jours suffit. Un mot d'ordre seulement, tout change. Si réellement nous avons des ennemis, si réellement nous sommes attaqués, nous voyons l'impact. Les stigmates sont là. Mais la nation ne fait rien. Mais ils vont tous se moquer de nous. Israël, lorsqu'il est attaqué, il n'a pas besoin d'attendre, de dire à Macron que non, voilà, parle de ce qui s'est passé. Voilà, on nous a attaqués. Donc, j'attends que vous puissiez parler de ça. Mais ils agissent au nom de leur souveraineté. S'ils en ont aussi, je ne sais pas. Mais dis-moi, ils parlent au nom de leur souveraineté. Et lorsque les autres se défendent, ils se défendent aussi au nom de leur souveraineté. De chaque citoyen. Chaque peuple se défend au nom de sa souveraineté. Et c'est légitime. Mais quand il s'agit de la RDC, tous les pistes sont brouillées et nous ne comprenons rien. Et nous, on s'est dit, y a-t-il pas de surprise
qui nous guette devant. Mais qui vivra verra. Voilà. Donc, c'était un peu ça pour passer à autre chose. Mais rapidement, nous allons lire ce qu'a été la présence de l'envoyé spécial de l'Union européenne. Après la RDC, l'envoyé spécial de l'Union européenne. Voilà. Tac, tac. Nous allons lire quelque chose. Voilà. Félix Tshisekedi fustige un protocole d'accord l'Union européenne-Rwanda en RDC. Attendez. En RDC, le président Félix Tshisekedi a pris la parole devant la presse jeudi soir, en direct sur la chaîne de télévision nationale, une première depuis sa victoire à la présidentielle. À cette occasion, il a haussé les tons contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23 qui occupent de larges parties des territoires dans le Nord Kivu. Il a aussi fustigé l'Union européenne qu'il qualifie de complice. Monsieur le Président, vous avez tout dit par votre déclaration. Mais qu'attendez-vous encore? Donc, un peu, c'est-à-dire que la population se pose un peu tas de questions. Vous avez déjà tout dit. Vous avez parlé de la complicité de l'Union européenne. Vous avez mentionné le Rwanda. Mais pourquoi gardons-nous encore la diplomatie avec le Rwanda? C'est ça, c'est la partie là que nous, on ne comprend rien. Pourquoi gardons-nous encore la diplomatie avec le Rwanda? Pourquoi est-ce que la RDC n'engage pas officiellement une guerre contre les agresseurs? Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est la partie là. Voilà. Également au sommaire au Sénégal, la main tendue de Macky Sall rejetée par l'opposition à la société civile. Voilà, ça, ce n'est pas notre affaire. Nous allons maintenant prendre, voilà, tac. Après la RDC, l'envoyé spécial de l'Union européenne, parce qu'il est d'abord descendu en RDC, où le président n'a pas voulu le recevoir déjà. Voilà, d'accord. Après la RDC, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs au Rwanda, Johan Borstam, le tout nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, a achevé sa première tournée sur place au Rwanda samedi 12 octobre. S'il n'avait finalement pas pu rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa jeudi, il a pu revanche s'entretenir avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali. Voilà. Johan Borstam, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, a rencontré le chef de l'État rwandais Paul Kagame lors de sa première visite à Kigali samedi 12 octobre, selon une publication de la présidence rwandaise. Les discussions entre les deux hommes ont notamment porté sur la situation sécuritaire régionale, un sujet que Johan Borstam a également abordé avec d'autres interlocuteurs au cours de son séjour au Rwanda. Il en a particulier été question aussi avec le ministre rwandais de la Défense, Juvenal Marizamunda, qui était accompagné pour cet entretien de son directeur de la coopération internationale, le brigadier général Patrick Karuretua, et du chef d'état-major de l'armée, le général Mubarak Muganga. Voilà. Une mission d'appui aux solutions régionales à long terme aux crises et aux conflits. Voilà. Si Bruxelles n'a pas encore communiqué sur le contenu des discours auxquels son émissaire a participé à Kigali, l'Union européenne avait, avant le début de la tournée de Johan Borstam, assigné à cette mission l'objectif d'appuyer les solutions régionales à long terme aux crises et aux conflits, en particulier pour l'Est de la République démocratique du Congo. À la fin de sa visite à Kinshasa jeudi, le Suédois avait effectivement délivré un message en ce sens en apportant le soutien de l'Union européenne au processus de Luanda
juste avant une nouvelle rencontre organisée dans ce cadre ce samedi 12 octobre également. Elle a rassemblé les ministres rwandais et congolais des affaires étrangères dans la capitale angolaise sous la médiation de l'Angola. Voilà. Ça, c'était la mission de M. Joan Le Sédois, le représentant de l'Union européenne pour la région du Grand Lac, qui a déjà pu achever sa tournée. Voilà, il a été envoyé. Je vous ai dit ici, c'était après le départ. Voilà le mécontentement du président Félix Antoine Tshisekedi. Le monsieur a été largué, envoyé rapidement à Kinshasa. Et il n'a pas été reçu, bien évidemment, par le président de la République. Hein. Mais du moins, il y a eu un cadre qui lui a été réservé. Il a parlé. Voilà. Donc, on comprenait déjà, suite à ce qui s'est passé, parce que le président était déjà là. Il a assisté même. Mais vu qu'il s'est levé, mécontent, donc l'Union européenne était dans l'obligation de dépêcher quelqu'un pour aller un peu, voilà, faire tout ce que vous êtes en train de voir là. Et dans tout ça, le peuple est pris en sandwich. Donc, il se passe des choses sur le plan politique auxquelles nous, on se pose la question. Si ce n'est pas un jeu politique pour, comment dirais-je, embourber le peuple, pour endormir encore de plus en plus le peuple ou quoi? Voilà, d'accord. Parce que lorsqu'on se pose certaines questions, on n'arrive pas à trouver les réponses propices par rapport à ce qui se passe. Nous sommes agressés, nous, on n'attaque pas. Nous avons un pays qui est mentionné dans des rapports, mais il y a encore la diplomatie. Bon, les politiciens ou bien les autorités congolaises savent quelle politique ils sont en train de mettre en place, peut-être pour éradiquer cela. Parce que ce qui est vrai, nous ne pouvons pas compter sur l'Union européenne ou bien les Nations Unies pour éradiquer ce qui se passe à l'Est de la République démocratique. Donc la réponse est si simple, c'est le peuple seul qui peut s'élever et mettre fin à toute chose. Et tant que les Congolais ne se lèveront pas pour balayer la nation, bien aimé, rien ne pourra se passer. C'est pourquoi nous parlons toujours en disant que la purification doit se faire en RDC. Et cette purification est spirituelle et physique. Cette purification se passe au travers de la révolution. C'est la révolution spirituelle et physique qui va assainir, purifier toutes choses au Congo pour que le peuple puisse voir clair. Voyez? D'accord. Donc, on est là, nous observons voir et la carte qui va jouer les hommes politiques congolais à la suite des temps. Voilà. Et nous osons croire qu'ils seront toujours du bon côté de l'histoire pour permettre à ce que le Congo puisse se relancer. Mais à la manière où vont les choses, c'est là, ne nous aspire pas confiance parce que tout est flou, rien n'est clair et le peuple continue à croupir dans la misère. Voilà, donc en parlant un peu de cette affaire, comprenez déjà que nous traversons des moments un peu difficiles. Je me réserve de parler beaucoup, mais rien de nouveau jusque-là. Voilà, rien de nouveau. Mais nous allons poursuivre cette vidéo prochainement au prochain numéro. Abonnez-vous dans la mat officielle. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro dans la mat officielle. Amen.